Dans les refuges d'altitude, la question de l'énergie et de l'élimination des déchets se pose depuis de nombreuses années, bien avant la prise de conscience des problèmes liés à l'écologie et au développement durable. Comment se procurer de l'électricité à 2 ou 3 000 mètres d'altitude? Que faire de ces poubelles? Comment retraiter les eaux usées? Autant de questions que Fabrice André s'est posées en construisant le refuge de Sarenne. Pour tous ces problèmes, il a trouvé des solutions pragmatiques, créant un bâtiment expérimental. L'industrie nous a imposé un mode de pensée, la télévision nous impose un mode de vision, et aujourd'hui on est souvent cloné intellectuellement. Le plus grand danger, c'est pas le clonage génétique, c'est le clonage cérébral. Et quand on a tous le même mode de pensée et que tout le monde va dans le même courant, ben, il y a peu de chances pour qu'on trouve des solutions. Pour innover, c'est un peu comme on est dans le troupeau, quoi. Il faut à un moment donné en sortir, prendre de la distance, et puis accepter justement d'arrêter de croire. C'est-à-dire remettre en question nos croyances. Voilà. En disant, ben voilà, j'ai cru pendant tant de temps qu'on ne pouvait pas vivre sans pétrole, est-ce qu'on pourrait imaginer un monde autre? Et puis d'un seul coup, on trouve d'autres solutions. Mais si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Initialement, j'étais voué à en fait, faire pousser des carottes et des pommes de terre, puisque j'avais fait une INITA, École nationale des ingénieurs des techniques agricoles. Et puis j'ai très vite vu qu'il y avait une distorsion entre ma pensée et puis l'application du travail qu'on voulait m'imposer. Pourquoi? Parce que l'agronomie d'aujourd'hui, c'est du rendement et on s'éloigne de plus en plus du développement durable. Et puis après, la vie, c'est toujours un compromis entre ses fantasmes et la réalité. Et mes fantasmes m'emmenaient vers du développement durable. La réalité économique m'emmenait aussi vers une solution. Il fallait que je trouve un métier pour vivre. Entre désir et réalité, Fabrice André semble avoir trouvé le compromis idéal. Sur un col tourmenté par les vents, il a reconstruit le refuge de Sarenne qui avait été détruit 20 ans plus tôt par un incendie. Un retour à la terre pour le moins original qui lui permet de gagner sa vie tout en continuant à faire des recherches dans le domaine des énergies renouvelables. La particularité et le défi du refuge du col de Sarenne, c'est d'arriver à gérer différentes sources d'énergie renouvelables. On a du solaire, on a du capteur plan, on a de l'éolien, on a de la microcentrale hydroélectrique et de la picoturbine. Ces différentes sources d'énergie, on va pouvoir les marier en fonction de la météo et en fonction des apports. Quand on a beaucoup de soleil, c'est le soleil qui prend la priorité. Et comme le soleil est un élément aléatoire, quand on n'a plus de soleil, on vient produire de l'électricité ou avec de l'eau ou avec des déchets ménagers, avec du gaz. Voilà. Et en mariant l'intelligence de chaque procédé, on arrive à avoir une autonomie complète. Alors là, on a une microcentrale hydroélectrique à pas variable. Donc on a une roue sur laquelle en fait le jet d'eau vient appuyer sur cette roue, entraîner le mouvement de l'alternateur et produire de l'électricité. Alors cette eau, elle vient d'un bassin de rétention qu'on a 150 mètres plus haut, donc on a 15 bars de pression nominale, et cette eau, on la remonte avec l'excédent d'énergie solaire. Et ensuite, on la libère dans une conduite forcée qui arrive en pression au niveau de la turbine et qui fait là de l'électricité à la demande. Donc le courant électrique produit par la microcentrale électrique arrive sur ce tableau. Sur ce tableau, on peut gérer en permanence la fréquence, l'intensité. Donc ça produit de 4 à 7 kW. Alors beaucoup plus si on a davantage d'eau, beaucoup moins si on n'a pas de besoin. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut s'adapter en temps réel et d'une manière instantanée à la puissance demandée. Voilà. Et là, on va recouper le couteau.
Ouais. Ça favorise les années sud, mais ça ressemble pas. C'est pas sûr, hein. Ce n'est pas sûr. C'est que le début. Après, c'est comme vous voulez, moi. Moi, quand je fais vivre mon refuge, je sais combien de kilowatts à 200 watts près consomme un sèche-cheveux parce que je suis toujours en train d'équilibrer sur mon tableau entre production et consommation. Je sais comment les gens vivent. Et en apprenant à vivre avec les gens, je peux anticiper leurs besoins et je peux imaginer comment chez eux ils vivent et comment la maison de demain devra être intelligente pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Innover, c'est déjà avoir une vision d'avance. C'est admettre d'imaginer, c'est ce qui n'existe pas matériellement. Donc c'est dématérialiser nos rêves pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc il faut aussi accepter de se tromper et inventer peut-être des solutions qui pour l'instant nous paraissent complètement surréalistes. Le premier qui a dit la Terre est ronde, on lui a dit viens ici, on va te couper la tête. Et pourtant il avait raison avec le temps. Donc il ne faut pas avoir peur de marquer cette différence et d'accepter de se tromper pour pouvoir imaginer demain. L'absence d'erreur nous conduit immanquablement à une monotonie dans l'imagination. Et si on n'accepte plus de se tromper, eh bien, on n'avancera plus. Voilà, là on est au cœur du système qui produit l'eau chaude sanitaire du refuge d'un côté et le chauffage du plancher chauffant de l'autre. Alors l'eau chaude sanitaire ici on la produit principalement à 85% par l'apport des capteurs plans. Donc on récupère en fait l'énergie solaire qu'on va stocker dans des gros ballons et on joue sur l'inertie et le volume de l'eau pour pouvoir absorber et écrêter l'irrégularité de l'ensoleillement. Le soleil c'est un élément qui est aléatoire puisqu'on traverse comme aujourd'hui une période pluvio-neigeuse, on n'a pas eu de soleil de la journée. Et pour autant, on a de l'eau chaude qui arrive à 43 degrés et ce soir on pourra très bien profiter des bienfaits de l'eau chauffée avec le soleil. À savoir que l'eau qui est chauffée avec le soleil, elle n'a pas du tout les mêmes particularités que de l'eau qui est chauffée avec une résistance électrique. Et je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, les gens nous disent « Qu'est-ce qu'elles sont bonnes vos pâtes ?» Ben, effectivement, entre chauffer de l'eau avec une résistance ou sur du gaz ou la chauffer avec du soleil, la qualité du goût et le goût de l'eau n'a rien à voir. Donc globalement, il y a trois grandes solutions qui vont émerger dans les années à venir et apporter l'autonomie énergétique du bâtiment. La première, c'est le capteur plan qui va amener l'autonomie énergétique au niveau de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Le chauffage, en fait, on va pouvoir stocker l'excédent d'énergie estivale pour chauffer la maison en période hivernale. Le deuxième élément vraiment porteur d'avenir, c'est la revalorisation des déchets sur site par la gazéification et toute la partie biomasse. Alors la biomasse aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ignore un peu et pourtant c'est la plus grosse réserve d'énergie sur cette planète. C'est toute l'activité biologique qui est tirée de l'activité de la photosynthèse liée au soleil et toute la matière organique qui en découle. Alors ça va des matières organiques en passant par les épluchures pour arriver à tout ce que la nature nous a offert, sans transformation et même après transformation humaine. Cette chaudière, c'est une chaudière à gazéification. Elle permet de revaloriser les déchets sur site. Plutôt que de les transporter, on tire l'énergie des déchets dans la maison. Et à partir de la combustion de ces déchets, on va pouvoir chauffer le bâtiment. C'est de la cogénération. On fabrique d'un côté de l'eau chaude sanitaire, de l'autre côté, on produit de l'électricité. À terme, le bâtiment intelligent va revaloriser les déchets sur site. Actuellement, la France, en 1 an, produit une montagne de déchets de la taille du Mont Blanc. On est en montagne, ça donne une représentation juste de cette monstruosité. 1/3 des camions qui le matin sont sur nos autoroutes et nos routes entre 8h et 10h du matin sont en train de transporter nos déchets.
si chacun tire bénéfice immédiat de ses déchets, on va tous devenir écolos, non pas par philosophie, mais par nécessité et par intérêt. Et moi, je crois à l'écologie où les gens tirent le bénéfice immédiat de leurs actions. Si les gens, d'un seul coup, en mettant les poubelles dans la chaudière, se rendent compte qu'ils ont l'eau chaude le soir et à bonne température, ils iront rechercher les poubelles qu'ils ont mis la veille dans la rue. Voilà, ici en fait c'est un peu une aberration des stations de sport d'hiver, il n'y a toujours pas de tri sélectif. On mélange des déchets végétaux avec des parties métalliques. Alors avec le bois, on pourrait chauffer l'eau de la piscine par exemple, puisque la piscine consomme 2000 litres de fioul par jour. Et si on valorisait les déchets sur site, ça nous éviterait de monter du fioul et dans le même temps de descendre ces déchets, puisqu'ils vont à Saint-Quentin-Fallavier, à l'autre bout du département. Donc on aurait un double bénéfice. L'habitat de demain il faut qu'on passe dans un habitat qui soit positif. Alors on est passé de la maison passive et aujourd'hui on va arriver à la maison à énergie positive. La maison qui va dégager un excédent énergétique dans son bilan. Initialement on avait imaginé un monde meilleur, aujourd'hui on veut le rendre meilleur. Alors l'imaginer et le rendre, à un moment donné il faut faire descendre les choses dans le concret. Donc on peut critiquer le nucléaire, si on n'apporte pas de solution, on est dans la critique, qui n'est pas constructive. Aujourd'hui, on apporte la démonstration que ça peut marcher autrement que ce qu'on a toujours imaginé aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a fait, quoi. Donc c'est important, le refuge, il sert vraiment de modèle pour dire aux gens, regardez, ça marche et on peut changer les choses. Âge, profession. Signe particulier. Inventeur du sac à voile. Fabrice André a plusieurs vies. Cet ancien ingénieur agricole, devenu berger puis bâtisseur, bouillonne d'idées et de projets. En 1991, il pensait déjà qu'il fallait s'affranchir du pétrole et de l'énergie nucléaire et cherchait des solutions alternatives. Il avait conçu un vélo à voile qui pouvait atteindre des vitesses de 60 à 80 km/h. Il voulait sensibiliser l'opinion publique aux questions de l'énergie et de la pollution. Avec ce vélo insolite, Fabrice a fait le tour du monde. Je faisais avec un vélo ce que vous faites avec une planche à voile. J'en avais eu l'idée en faisant une traversée d'un plateau dans l'Himalaya, où en ouvrant ma veste, on sentait la portance. Et ensuite, j'ai pensé transformer une toile de tente en voile de propulsion. Donc la nuit, je dormais dans ma toile de tente, et la journée, j'avais ma voile de propulsion. J'ai fait une traversée du Groenland, j'ai fait une traversée de l'Amérique latine, et j'ai fait un bon parcours. J'ai tiré beaucoup d'expérience sur l'usage du vent, et j'avais déjà intellectuellement une démarche pour pouvoir aller rechercher les applications liées au vent. L'épreuve la plus périlleuse reste à parcourir, la traversée de la Pampa, surtout lorsque des vents avoisinant les 100 km/h participent à l'expédition. La situation est telle que l'équipe doit lui prêter main forte. Lâchez tout, c'est parti. Depuis 15 ans, ce vélo traîne dans une cave. Mais aujourd'hui, Fabrice essaye d'imaginer le véhicule de demain. Il travaille depuis plusieurs années sur un projet de voiture électrique autonome, Helios 7, qui sera alimenté par un grand panneau solaire.
Alors c'est une première esquisse pour essayer de comprendre la voiture qu'on voudrait imaginer et tracer un profil. Au départ, il faut bien qu'on parte d'un support. Donc c'est une voiture qui a une grande surface orientée bien sûr vers le soleil, qui a une roue arrière surdimensionnée pour la propulsion et ensuite qui a un châssis un peu particulier puisqu'on a un débordement arrière très important. Alors on est sur des générations de prototypes, on en est au quatrième génération et puis évidemment il va encore évoluer puisque c'est par l'expérience qu'on arrivera à apporter les améliorations utiles. Donc au départ une voiture solaire évidemment elle n'avait que pour propulsion que l'apport photovoltaïque de son panneau. Alors nous notre projet c'est en fait une voiture solaire qui va récupérer l'énergie cinétique au freinage avec un moteur dans chaque roue. D'accord. Donc un moteur entre sphères variable et ce moteur va servir d'alternateur au freinage et de moteur à la propulsion. Ensuite, l'autre particularité, c'est un véhicule qui va récupérer l'énergie vibratoire au niveau des suspensions. C'est-à-dire qu'on aura une suspension active qui va permettre, entre autres, de récupérer cette énergie. Pour l'instant, tous les véhicules en fait amortissent l'énergie vibratoire sur 4 amortisseurs. Là, il y aura un amortisseur principal et cet amortisseur va transformer en fait l'énergie vibratoire en énergie magnétique. C'est cette énergie-là qui va compenser la perte. C'est-à-dire que la voiture, plus elle ira vite, et plus elle fabriquera sa propre énergie. On n'est pas dans le solaire pur, on est dans la cogénération. Donc l'intérêt, c'est que la voiture utilisera toujours 2 sources d'énergie. Le solaire étant une énergie particulièrement aléatoire. Sachant qu'une voiture, 85% de son temps, elle est stationnaire, elle est dans un garage, sur un parking, à nous attendre. C'est optimiser l'objet voiture en disant, puisqu'elle est stationnaire, elle regarde le soleil, autant se servir de cette application pour pouvoir stocker de l'énergie pendant son stationnement. Donc si on arrive par cette application ou à faire de l'air comprimé ou de l'hydrogène pour le stockage d'énergie, eh bien le pari il est gagné. Un petit fer, on va mettre la table. Oui, bon c'est bon, j'ai fini. Ce cylindre métallique est le fruit de plusieurs années de travail. Il s'agit d'un nouveau type d'éolienne qui devrait résister à des vents de 200 km/h. Elle a été conçue par Michel Diran, un ancien ingénieur de l'aérospatiale. Il travaille en partenariat avec Fabrice André, qui teste cette éolienne sur site et qui propose d'éventuelles améliorations. Pousse-toi, et voilà, donc là elle s'ouvre, et c'est parti. Elle est parfaitement silencieuse. Alors c'est une éolienne à axe vertical, à géométrie variable. C'est des principes qui ont été élaborés il y a très longtemps, qui sont dans le domaine public, mais disons l'originalité réside dans l'industrialisation et dans l'emploi de matériaux nobles. Je vais m'approcher de l'éolienne, je vais vous l'arrêter. Voilà. Donc j'ai pas trop de danger à l'arrêter et la voilure s'ouvre. À partir d'une certaine vitesse, la voilure se ferme pour protéger l'éolienne, pour réguler la vitesse et pour éviter qu'elle s'emballe. Et dès que le vent rediminue, elle va se rouvrir. Donc ça fait une régulation de vitesse, ça permet d'avoir un cylindre par grand vent, et d'éviter les problèmes d'emballement et de destruction. Donc, et je peux aussi l'arrêter assez facilement. Disons, là elle ne tourne pas trop vite. Vous voyez ? Je peux arriver à l'arrêter malgré qu'elle tourne. En fait, il suffit de fermer la voilure
et elle s'arrête très Voilà, dès que la facilement. Elle a voilure est plus de fermée, résistance, l'éolienne ouais. s'arrête. Dès que la voilure se rouvre, l'éolienne repart. Donc elle fonctionne, elle a l'avantage de fonctionner à tout petit vent et de sortir une puissance à tout petit vent. Alors que certaines éoliennes d'autres types sont arrêtées ou commencent à peine à tourner, elle peut déjà commencer à produire. Ouais, c'est bon. On va les mettre de côté. Attends. C'est tout bon. Vas-y, ouais, c'est bon. On a fait un partenariat pour faire une mise en situation réelle, pour être sûr que quand on va annoncer des conditions météo ou des conditions de vent, on puisse être sûr que l'éolienne le tient. Ce n'est pas juste de la soufflerie ou juste un calcul de bureau d'études, c'est prouvé sur le terrain. Voilà, ben nous, on apporte aussi des modifications auxquelles on a pensé à l'usage. Et l'expérience remplacera jamais la simulation. Et l'expérience en site isolé par rapport à l'enneigement, par rapport à la glace et par rapport à plein d'éléments auxquels on n'avait pas encore pensé nous permet de la faire progresser, évoluer et de l'adapter aux besoins. Nous ici on est sur un col donc on est particulièrement exposé au vent, mais elle pourrait très bien s'intégrer dans les toitures, elle pourrait très bien s'intégrer dans des pylônes de remontée mécanique, elle pourrait s'intégrer dans plein de domaines auxquels on n'a pas encore pensé. Dans des pylônes EDF aussi. Dans des pylônes EDF et dans l'architecture et dans l'urbanisme de demain. À nous d'inventer et d'imaginer là où on va pouvoir la placer, parce qu'elle a un faible encombrement paysager et finalement elle s'intégrerait parfaitement dans des sites urbains. Il est difficile de revenir à des planches avec une bougie au milieu de la table. L'écologie demain gagnera sa crédibilité par le confort, par l'intérêt et par l'avance qu'elle arrivera à apporter aux solutions existantes et les améliorations qu'elle saura donner. On ne milite pas du tout pour une décroissance des moyens, on milite pour un ajustement et une intelligence des moyens utilisés. On est pour une société raisonnée qui serait capable d'ajuster ses besoins à ce que la planète est capable de produire. Je prends un exemple tout simple, on éclaire tout le refuge avec 40 watts, mais on a toujours une sensation de confort. On passe avec des LED, un bâtiment de 1000 m², initialement c'était 250 watts pour pouvoir éclairer. Je me voyais mal aller m'installer au milieu d'un lotissement. Moi, j'ai été séduit complètement par le paysage et le décor. Je tombais amoureux en fait du site. Alors, les gens aujourd'hui pensent que le business ne se crée que là où il y a de l'activité. Et avec la dématérialisation, tout le marché de l'Internet, il suffit d'avoir une ligne par satellite et on peut travailler n'importe où. Donc, on n'a plus besoin. C'est plus un prétexte de dire j'habite en ville parce que j'ai du travail en ville. Non, tu peux très bien vivre à la montagne, tu peux très bien vivre au milieu de nulle part. Créer de la richesse et du business. Le refuge de Sarenne est aussi un lieu où l'on réapprend à vivre au rythme des saisons. Ici, pas de fraises en hiver, ni de tomates hors sol. On prend ce que la nature nous donne et on jouit de ses caprices au lieu de les combattre. Après 5 mois d'hiver, de neige et de vent, les prairies retrouvent quelques couleurs et la vie du refuge est rythmée par les travaux des champs. Alors au départ, moi je suis agronome de formation, donc les plantes c'est un peu ma passion. Et puis faire pousser quelque chose, ça reste quand même vital pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus planter une pomme de terre et qui ne savent même pas d'où viennent ce qu'ils mangent. Donc on comprend qu'il y a un décalage permanent entre notre implication sur la planète et notre état de survie. C'est pour ça qu'il est important de montrer aux gens quand ils viennent nous demander qu'est-ce qu'on mange à midi, on leur dit allez voir au potager, vous saurez par vous-même. Voilà, c'est bien, il n'y a pas de carte, ils mangent ce que le potager a donné. Donc quand il y a de la salade, on mange la salade, quand les radis sont mûrs,
Ils auront des radis, quand il y aura des courgettes, ben, ils auront des courgettes. Apprendre à se satisfaire ce que la nature nous donne, quoi. Pas toujours vouloir manger des fruits ou des légumes hors saison qui ont fait 3 fois le tour de la planète pour arriver dans notre assiette. Ça demande aussi de composer avec la nature et pas vouloir lui imposer ce qu'on attend d'elle. Donc là, ben, on laboure pas le terrain, on le griffe en surface. Comme ça, on ne mélange pas les couches de terre qui supportent l'oxygène et celles qui ne le supporteraient pas. Et on va travailler l'activité biologique du terrain. On tire parti des réserves de nourriture qui sont dans le sol. Puisqu'on n'apporte pas d'engrais et qu'on a une terre qui est relativement correcte pour l'altitude. Alors bien sûr, après il y a les chevaux qui apportent le complément pour nourrir toutes ces plantes. Et puis après, c'est la météo qui joue beaucoup puisqu'on n'a que 100 jours hors gel par an. Donc 100 jours, c'est pas beaucoup pour faire pousser des plantes. Mais comme on a aussi un rayonnement solaire important, les plantes se développent plus vite. Puis elles ont compris qu'elles étaient en altitude, donc il fallait faire vite parce que la saison d'été était très courte. Alors ça, c'est un biscuit qui est fait par dessiccation, non pas par cuisson. Aujourd'hui, on cuit nos aliments. En cuisant nos aliments, on tue toutes les propriétés vitaminiques de l'aliment et on affaiblit considérablement l'apport en fait d'éléments indispensables à notre survie. Donc on s'aperçoit que la cuisson se retourne contre nous. On est passé du stade crudivore au stade tout cuit. Et en fait, plus les aliments sont transformés et sophistiqués, et plus ils nuisent à notre santé. Donc il faut retourner en arrière et apprendre à faire des aliments à partir uniquement de la dessiccation. Si la dessiccation en plus est faite par le soleil et par de l'air chaud, bilan carbone excellent, puisqu'on n'aura pas consommé d'énergie pour fabriquer le produit. À l'échelle planétaire, ça peut changer les choses. L'industrie consomme de l'énergie pour nous rendre malades. Nous, on propose de supprimer la consommation d'énergie pour nous rendre en bonne santé. Voilà. Voilà, puis elles sont pas mal là. Là, qui sont belles, elle reprend quand même. Alors là, j'extrais en fait de la vie, on va dire, de la semence de batracien pour ensemencer mon étang, puisque c'est un étang en fait complètement artificiel, donc il faut ramener de la vie dedans. Et là, on va ramener des têtards de grappeaux, grenouilles, salamandres, et puis redonner une vie à ce bassin. Donc ça c'est des modes de tourbe, c'est de la sphaigne. Ça pousse dans l'eau. Ça adore l'eau. Et puis autrefois les vieux ils la faisaient sécher et ils se chauffaient avec. Et bon, ça chauffe pas grand chose, ça n'a pas un gros pouvoir calorifique. Mais par contre pour l'épuration c'est pas mal. Côté assainissement, le refuge est totalement indépendant. Une mini-station d'épuration est enfouie sous le bâtiment,
Tu le poses à côté sur la droite. Elle filtre les eaux usées dans le sable avant de les envoyer dans ce bassin de phytoépuration. Le soleil et l'oxygène finiront le travail. Voilà. Tac. Et après, on ramènera la terre autour. Parce que c'est quand même pas des plantes aquatiques. Ça doit être entre deux eaux, quoi. D'accord. On peut pas les immerger complètement. Après, les plantes aquatiques, on fera une deuxième bande sur le pourtour. Et le tout, c'est que ça fasse des niches pour que poissons, batraciens et autres puissent venir s'y loger. Alors, dans ce bassin, on récupère toutes les eaux usées du refuge. Plutôt que de les remettre dans le milieu naturel sans traitement, en fait, on va s'occuper du traitement sanitaire des eaux usées. Alors, on va les filtrer, on va les réoxygéner, et puis les UV vont nous aider aussi à neutraliser tous les coliformes en suspension. Après, il y a une partie de végétalisation qui va absorber l'azote en suspension. Et ensuite, quand l'eau sera, on va dire, épurée, eh bien, elle repartira, elle reprendra son chemin naturel dans la nature. Donc, tu vois, le niveau, elle est quand même relativement propre et de qualité. La tienne. Alors attends, ça on va le laisser en bas. On va le laisser comme ça. Voilà, on va refaire cette partie-là. Là. Voilà. À Audrennes, s'est installé pour quelques semaines au refuge du col de Sarenne, car il développe un projet de maison expérimentale dans le Luberon. Il cherche des solutions dans le domaine de l'énergie et du traitement des déchets. En aidant Fabrice dans ses tâches quotidiennes, il profite de ses conseils et de son expérience. Donc ça passe d'abord par la décroissance. Là, on a un superbe modèle en pleine croissance économique, mais il y a moyen de faire la même chose avec beaucoup moins de moyens, quoi. Moi, je suis venu aux énergies renouvelables par faute de moyens, pas par luxe. Je suis venu vraiment parce que ça coûte moins cher d'avoir des panneaux solaires que de payer des banksters par l'intermédiaire d'EDF. Voilà. La terre, il en faut. Quand on voit la communication d'EDF, nous préparons votre avenir, on vous aide à faire une nature plus verte, plus intelligente. Aujourd'hui, on nous vante le photovoltaïque au point d'aller en mettre dans des champs et de faire des champs photovoltaïques. Sur 10, 15, 20 hectares, on met des panneaux. Très bien si c'est dans un désert, à la rigueur, entre du sable mort et... bon. Mais là où il y a une couverture végétale, là où le paysage appartient à tout le monde, si le projet d'EDF est crédible, le paysage appartient à tout le monde. Et modifier le paysage dans cette déformation, alors qu'on a des zones urbaines qui sont déjà sacrifiées par l'activité humaine, qu'est-ce qu'on attend pour mettre ces panneaux sur des toitures? Il y a suffisamment de toitures pour habiller les toits avec des panneaux solaires avant d'aller empiéter sur l'espace naturel dit sensible, qui appartient à tout le monde, et de modifier considérablement le paysage. Et là, voilà, c'est les débordements. J'espère qu'un jour, toutes les toitures seront végétalisées, tu vois. Parce que l'activité, la tension sur le système racinaire pourra être récupérée sur un maillage métallique. On aura un peigne à électrons qui sera incorporé dans la structure géotextile. Il faut savoir que l'activité de la plante par la photosynthèse crée aussi une tension électrique. Donc on pourra récupérer l'électricité au niveau du maillage. Moi, je ne vois pas de dirigeable dans le ciel, je ne vois pas de voiture électrique dans la rue. Donc ça veut dire qu'on va arriver à une catastrophe majeure, quoi. Donc il est temps de se réapproprier toutes ces technologies qui existent depuis des années et qui ont été rachetées par les lobbies, notamment du pétrole et du nucléaire, et qui ne sont pas du tout exploitées. Alors que voilà, tout est là, les solutions sont là, et si on ne passe pas par là, ben, ça va être du gasoil à 4 € très bientôt, et comme tout est indexé sur le prix du pétrole, voilà, on sait ce qui va arriver, hein. Une crise alimentaire à la clé, etc., etc. Moi, je suis particulièrement optimiste pour deux raisons. Un lobby, il y a 40 ans, il avait tous les moyens de pression à son usage, médias, presse, etc. Aujourd'hui, la communication, elle lui échappe complètement, et il y a même des effets contre-productifs du lobbying. Et c'est nouveau, mais un lobby qui voudrait, à un moment donné, s'organiser pour... on va prendre un exemple tout bête, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique,
qui finance l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Imaginez que l'INES aujourd'hui, l'institut qui est censé vous développer des panneaux solaires, est financé par le CEA. Très bien, jusque-là. Alors si on gratte un peu, c'est un peu comme si Monsanto voulait faire des produits bio. C'est dans le même registre, le même acabit. Et là, on a donc un paradoxe, mais qui est typiquement français, où d'un côté, le CEA qui nous a enfermés dans l'atome et dans le tout nucléaire des années 40 jusqu'aux années 90, 2000, aujourd'hui est en train de nous dire, regardez, nous on fait développement durable, en action, on est les meilleurs, on va vous développer des panneaux. En fait, c'est tout simplement qu'ils ne veulent surtout pas que des panneaux sortent, donc le meilleur moyen c'est de les contrôler, et contrôler la recherche, à faire croire qu'on fait de la recherche et qu'on utilise des moyens, et surtout arriver dans une dynamique de lobbying pour le lobby, sa principale préoccupation c'est de contrôler la réactivité des concurrents et de les enfermer en fait dans leur périmètre de contrôle économique. Et là, c'est exactement ce qui arrive. L'INES financé par le CEA, quand on voit les gens qui sont à l'INES et la dynamique intellectuelle avec laquelle ils abordent la problématique, on a compris que c'est un peu comme si on demandait au chauffeur du corbillard, si le chauffeur du corbillard demandait à son client « Tiens, où est-ce que je dois t'emmener ?» Voilà. En fait, la décision est déjà prise avant, donc il ne l'emmènera pas à la plage, il l'emmènera directement au cimetière. Le profil, on va se rapprocher de ça. Il n'y a que le bord de fuite là, où dans certains pays, ils ne veulent pas qu'il dépasse l'angle de la roue arrière, ils estiment que c'est dangereux, alors que nous, on pourrait gagner 50 cm. 50 cm par 2 mètres, ça nous ferait 1 mètre carré supplémentaire. 1 mètre carré, ça fait 450 watts. C'est un prototype, on est passé par plusieurs phases successives avec des améliorations, bien sûr, pour essayer de comprendre les enjeux. Ça, c'est la carte électronique qui va gérer les transformations, le couplage en pôle ou en série ou en parallèle des bobines et qui va permettre de gérer toutes les fonctions qu'on va demander au moteur. Habituellement, un moteur, on ne lui demande qu'une seule fonction, consommer de l'énergie et produire un mouvement. Là, on va lui demander 2 fonctions, produire l'énergie et consommer l'énergie pour produire un mouvement. Donc, c'est un peu plus complexe qu'un moteur classique. Alors, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans. On se donne encore 2 ans pour le finaliser et ça fera 5 ans de recherche pour aboutir à un véhicule, on va dire, un peu révolutionnaire dans le sens où on n'a pas la prétention d'avoir inventé le fil à couper le beurre, mais surtout, c'est la première fois qu'on aura un véhicule qui sera mixte, compatible avec plusieurs sources d'énergie. À savoir qu'il y aura un moteur par roue, donc il y aura 4 moteurs par voiture. Et là, nous, notre objectif, c'est de récupérer le maximum d'énergie au freinage, puisqu'aujourd'hui, c'est dissiper l'énergie cinétique en énergie thermique en faisant chauffer des plaquettes de frein. C'est une stupidité. Quand nos petits-enfants vont voir ça, ils vont dire « mais ils marchaient sur la tête ». Alors c'est le même alternateur qui sert en fait à l'éolienne et qui va servir à la picoturbine, puisque c'est la même étude qui permet d'adapter en fonction des besoins, que ce soit pour une éolienne, une picoturbine ou un moteur de voiture. Et cette énergie qu'on n'aura pas à dépenser, on n'aura pas à la produire. Et ça, c'est important. Plutôt d'être toujours dans cette fuite en avant du toujours plus. Alors, on veut toujours plus de centrales et on cherche toujours des solutions importantes pour pouvoir produire davantage. Mais cette course effrénée, à un moment donné, elle a une limite. La limite, c'est tout simplement que les pays émergents n'auront pas les moyens de financer des installations extravagantes, des centrales et des réseaux comme on l'a fait dans notre pays. Et puis la deuxième limite, c'est qu'en face de cette problématique, il ne faut pas rencontrer de crise. Parce que le développement, ça veut dire avec une croissance permanente. Voilà, donc vous avez entendu parler du col de Sarenne, du refuge.
Au refuge de Sarenne, Fabrice André accueille régulièrement des groupes, des entreprises ou encore des ingénieurs qui viennent voir quelles sont les solutions expérimentées sur ce col de montagne. Aujourd'hui, il reçoit 2 entrepreneurs sénégalais, producteurs de fruits en Casamance. Ils sont à la recherche d'idées et de conseils dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà, alors ça c'est notre unité de production photovoltaïque. On a à peu près 2,7 kW de puissance crête. Ça nous permet en fait de recharger un parc batterie et de gérer toute l'électronique du bâtiment. Et là il y a les batteries qu'il faut changer, donc tous les 5 ans. Voilà, tous les 5 ans, en fonction du nombre de charges de cycles que vous allez avoir sur la batterie, il faut changer les batteries. On va mettre nos côtés. Donc on a un grand foyer qui permet en fait de faire passer des éléments très encombrants. Les gaz de cette combustion sont libérés dans cette chambre de post-combustion et là on voit le résultat de la flamme. On a une flamme qui était encore jaune, ça veut dire qu'elle n'est pas à 1000 degrés. On attend de passer la barre des 1600 degrés pour y intégrer des plastiques, sinon on fabrique des dioxines. Alors l'intérêt c'est qu'ici on est sur de la cogénération, vous allez pouvoir fabriquer de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire. C'est vraiment une alternative qui pourrait nous intéresser et qui pourrait fonctionner. Voilà. En gros, si demain les gens ils vont récupérer les déchets qu'ils ont abandonnés dans la rue pour faire tourner leur groupe électrogène et fabriquer de l'électricité. L'avantage de cette technologie, c'est que vous pourriez avoir de l'électricité quand vous en avez besoin, c'est-à-dire la nuit. La nuit, oui. La nuit. La journée, vous collectez quelques déchets, le soir, vous lancez votre machine et vous pouvez faire tourner un village. À savoir que sur un moteur Stirling, on va pouvoir tirer 3, 4, 6 kW. 6 kW, à votre échelle, vu la consommation que vous avez, vous faites tourner un village. Dans notre cas, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Les panneaux solaires ou la chaudière? Ou les 2 combinés, comme vous? Les 2 combinés, c'est une réponse intelligente. Parce que si vous n'avez que les panneaux solaires, il faut savoir que vous allez avoir un déficit. Il arrive aussi que des fois le ciel soit couvert, qu'il y ait une couverture nuageuse. Bon, donc vous allez avoir une perte du rendement du panneau. L'avantage de la chaudière, c'est qu'on peut stocker la matière. En stockant la matière, on peut stocker l'énergie et sa disponibilité. On ne peut pas stocker malheureusement l'ouverture du manteau nuageux quand le soleil passe. On ne peut pas dire au soleil, tiens, aujourd'hui il nous faut de l'énergie. Donc les 2 combinés, on peut répondre aux besoins d'un village pour toute l'année. Donc voilà la gourde. L'eau est arrivée à température. La visite continue au rythme des innovations technologiques. Chargeur solaire miniature, gourde solaire permettant de chauffer de l'eau à 70 degrés en quelques minutes. Sans oublier la maquette de sa voiture solaire à cogénération que Fabrice André espère mettre au point avant 2012. La LED, on n'est pas sur une gourde solaire. Donc celle-là, elle n'est pas à gradient captif. Puis on viendra voir ça tout à l'heure dans un quart d'heure. On verra qu'on produit de l'eau à 70 degrés en 20 minutes. Alors ça, c'est un four solaire avec gradient captif. On va pouvoir faire cuire pour une famille en fait des aliments. Et on va suivre la trajectoire du soleil par en fait 2 moteurs qui sont alimentés par cette petite cellule photovoltaïque. Dans les pays où vous avez 365 jours de soleil par an, c'est stupide de continuer de faire de la déforestation pour cuire les aliments alors qu'on peut les cuire au soleil. Alors, dans toutes les applications four solaire, je pense qu'en Afrique, vous avez un gisement extraordinaire. Là, on a un absorbeur, là, on a un réflecteur. On concentre le rayon lumineux en fait sur l'absorbeur. Et l'absorbeur concentre la chaleur. L'intérêt, c'est que ça, vous allez pouvoir vous le dupliquer facilement. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de tôle aluminium AGS même que vous pouvez repeindre. C'est un bout de tôle cintré, ça ne demande pas de technologie particulière. Et le suivi de trajectoire, on va vous expliquer comment le faire. C'est très très simple. Il existe déjà des fours sans suivi de trajectoire avec des coupoles. On arrive très très vite à atteindre des températures de 180 degrés sans intervention humaine. Notre intérêt, c'est aussi de créer de la richesse chez vous. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on n'aura pas... Sédentariser les gens voilà. aussi. Et de montrer que ça peut marcher. C'est quand même plus sympa de vivre en Casamance que de vivre dans une banlieue parisienne avec 300 jours de brouillard, de pluie et de pollution par an. Bien sûr. Nous, c'est vraiment notre idée du second souffle africain. Voilà, c'est ça. C'est le retour des gens en Afrique pour pouvoir créer de la richesse sur place. Et partager vraiment toute intelligence avec le Nord. Voilà. Le produit à 1 degré, ça consomme. La menthe, là-bas, elle doit pousser comme les chiens noirs, je sais pas. Oui, si on a. Ce que vous faites ici nous intéresse fortement.
Tout ce qui est solaire, revalorisation des déchets, c'est vraiment intéressant pour nous parce que ça, c'est un gros problème en Afrique. Il y a beaucoup de déchets et quand on nous fait savoir que les déchets, c'est en fait de l'énergie, c'est très intéressant. Dans des zones qui ne sont même pas électrifiées, par rapport au solaire aussi pareil, c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment aider l'Afrique à avancer et rendre vraiment autonomes les gens, quoi. Allez, ben on y va. Voilà, on monte là, c'est bon. Après 5 années d'études, une voiture électrique pointe enfin le bout de son nez au refuge du col de Sarenne. Mais ce véhicule est très loin du projet initial Helios 7. Après plusieurs échecs avec des fabricants de châssis, Fabrice André s'est rapproché d'un constructeur indépendant, Volteis, qui a mis au point le premier 4x4 électrique. Fabrice travaille sur l'évolution de son moteur et sur la mise au point d'une capote solaire qui servira à recharger les batteries du véhicule. Pour l'instant, on fait appel à un panneau qui est rapporté, qui n'est pas destiné à cet usage. L'intelligence demain, c'est de concevoir une voiture dont la peinture et l'ensemble de la carrosserie sera optimisé pour faire un apport énergétique au niveau de la batterie. Pour l'instant, on rapporte un panneau existant qu'on vient greffer sur la capote. Demain, j'espère qu'on aura l'intelligence de concevoir un véhicule qui sera conçu et pensé dans sa globalité pour que toutes les parties qui sont exposées à la lumière puissent récupérer de l'énergie. Le véhicule de demain, peut-être, il aura 2, voire 3, voire 4 sources d'énergie. Et c'est en apportant les solutions énergétiques, comme on l'a fait sur l'habitat au refuge, qu'on arrivera à trouver des solutions pour le rendre autonome. Un véhicule électrique, on a besoin de recharger en permanence sur une prise, on ne fait que reporter le problème, puisqu'on est toujours dépendant d'une prise électrique. Un véhicule intelligent, demain, il saura en fait tirer son énergie de l'environnement dans lequel il est amené à vivre, et il faut en faire un facteur, j'allais dire, quasiment avec l'intelligence biologique, et pas de l'intelligence mécanique. L'intelligence biologique, c'est quand on voit la perfection de la nature par rapport à ce que l'homme est capable de mettre au point, mais il est urgent de s'en inspirer. Bon, l'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on va pouvoir la réparer globalement en grand blanc. Fini les vidanges, fini le cambouis. On fait son diagnostic déjà comme sur les voitures récentes via un petit logiciel et un ordinateur. L'ordinateur, il va nous donner accès en fait à une base qui donne la puissance consommée, la puissance produite, et puis la puissance restante, et puis après tous les organes individuels avec une petite traçabilité de leur espérance de vie et puis des états de surchauffe. Alors sur le modèle expérimental, l'intérêt c'est que nous on a besoin de connaître la charge et la partie quantifiée, la partie d'énergie apportée par notre panneau solaire par rapport à l'énergie consommée issue de la batterie ou de la cogénération. Donc c'est important qu'on fasse la part des choses. On va dire demain, ben voilà, on peut optimiser le rendement du panneau. C'est plus important d'optimiser la consommation, de réduire la consommation du moteur. On peut optimiser la charge des batteries. On peut optimiser les temps de freinage. On peut optimiser, enfin, voilà. Tout ça, ça converge sur une plaque électronique qui, elle, comprend l'environnement et choisit toujours la meilleure source d'alimentation et pour assurer la meilleure efficacité énergétique du véhicule en déplacement.
Moi, je pense que pendant des années, on conduisait des voitures bruyantes, et là, l'absence de bruit, mais c'est magique. Ça te permet de penser différemment, de voir les choses différemment, de profiter du paysage, de profiter des bruits des oiseaux, de l'ensemble de l'environnement. C'est une autre conception de la mobilité. Mais à l'échelle de la planète, l'humanité n'est pas indispensable à l'avenir de cette Terre. Je veux dire, elle a existé avant, elle existera après. Nous, on est quantité négligeable. Donc il faut tout rationaliser. On ne va pas aussi dire s'il n'y a plus d'hommes sur la planète. Non, la planète, on était peut-être que de passage dessus, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas dramatiser la situation. J'estime qu'on n'a jamais cumulé autant de savoir, autant de richesse, autant d'intelligence, autant de partage et on va dire, de sensibilité, de moyens pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. Alors, c'est quand même fabuleux de vivre une époque comme ça. Ça tombe bien parce qu'en face, on n'a jamais connu de problème aussi important. Mais je suis assez optimiste dans l'équilibre des situations où face à une problématique, c'est les problèmes qui vont nous faire avancer. Il faut sans arrêt se remettre en question pour améliorer notre expérience. C'est un brouillon. Ce ne sera jamais un chef-d'œuvre. Et le jour où on fera un chef-d'œuvre, moi j'aurai terminé ma vie.